Bonjour tout le monde et bienvenue dans le briefing des marchés du lundi 22 novembre 2021. Avant de débuter cette émission, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc tout de suite, direction les marchés pour entamer cette semaine qui reste relativement calme. Le Covid pèse toujours sur la tendance. Pour rappel, l'annonce d'un confinement en Autriche avait un peu plombé les bourses européennes, mais ça a aussi pénalisé Wall Street vendredi en clôture, surtout le Dow Jones. Pourtant, le Nasdaq, lui, a établi un nouveau record, le composite, pas le Nasdaq 100, et il a même dépassé pour la première fois de son histoire la barre des 16 000 points vendredi à la bourse de New York, portée encore une fois par la bonne santé des valeurs technologiques. En revanche, le Dow Jones plus fébrile, qui lui a enregistré quand même sa 4e séance de baisse consécutive, plombée justement par le regain d'aversion au risque face au retour des confinements sanitaires en Europe. Donc, les sévères un peu mesures de restriction de nouveau en vigueur dans plusieurs pays d'Europe, face à un rebond quand même de l'épidémie de Covid-19, ont refroidi les ardeurs des investisseurs dans plusieurs secteurs sensibles à la situation sanitaire. Encore une fois, notamment les compagnies aériennes, essentiellement. Bon, et aussi les grandes compagnies pétrolières qui ont également souffert des craintes d'une baisse de la demande en Europe. Donc derrière, le pétrole lui aussi a cédé du terrain et a enfoncé une grosse zone de support. Donc on fera le point techniquement dans la partie graphique. Toutefois, dans ce contexte, les obligations, elles, ont retrouvé de l'attrait et les rendements ont baissé, plombant forcément le secteur bancaire, mais encore une fois, profitant aux valeurs technologiques toujours sensibles à l'évolution des taux, ce qui explique la hausse du Nasdaq et le franchissement des 16 000 points vendredi en clôture. Ce matin, l'attentisme prévaut, je trouve, sur la planète finance, un peu partout d'ailleurs, que ce soit sur les crypto-monnaies, que ce soit sur le forex, que ce soit sur les indices. C'est assez mou, on a un début de séance assez calme. Certes, une petite hausse, on efface une partie du terrain cédé au cours de la séance précédente, du moins vendredi, après l'annonce d'un reconfinement, comme je vous le disais, en Autriche. Pour rappel, tous les indices avaient un peu fini dans le rouge, du moins en Europe, vendredi, après l'annonce d'un confinement national d'au moins 10 jours en Autriche et les déclarations de responsables allemands n'excluant pas une décision, en tout cas potentiellement similaire. Donc, le problème qu'on constate aussi, c'est que la plupart des pays européens continuent d'enregistrer quand même une hausse exponentielle du nombre de nouveaux cas de Covid-19, ce qui fait craindre des mesures sanitaires supplémentaires à quelques semaines des fins d'année. Donc là, pareil, est-ce que les gouvernements, à l'approche des fêtes de fin d'année, vont mettre en place de nouvelles mesures sanitaires? En tout cas, en France, pareil, à quelques mois aussi des élections présidentielles. Est-ce que c'est judicieux et stratégique, en tout cas pour le président Macron, de mettre en place des mesures sanitaires ou de nouvelles restrictions? En tout cas, la prudence est de mise et les préoccupations liées à la nouvelle vague de l'épidémie de Covid-19 en Europe continuent par ailleurs de favoriser la baisse de l'euro et aussi celle du pétrole. Côté macro-indicateur, cette semaine, elle sera animée, j'ai envie de dire, par plusieurs enquêtes sur le climat des affaires en Europe, avec mardi les premiers résultats de celle d'IHS Markit et mercredi de l'indice IFO allemand. Et les investisseurs aussi attendent enfin la décision de la Maison-Blanche sur la présidence de la Réserve fédérale. Bon, normalement, Jérôme Powell devrait rester en place. Alors, côté macro, je n'ai aucun graphique pertinent à vous présenter. La fin d'année est quasiment bouclée.
il ne se passe pas grand-chose sur les marchés, c'est assez mou, j'avais pas de graphique vraiment macro ou même sur d'autres classes d'actifs pertinents, intéressants à partager avec vous. Donc, je vous propose tout de suite directement, exceptionnellement, de passer directement à la partie graphique. Alors, le CAC 40 qui finalement cède du terrain. Donc, on avait ouvert en hausse. Faisons le point techniquement, je trouve l'indice fragile. Voilà, on est monté un peu haut, un peu vite, un peu fort, toujours, et j'estime que nous avons eu des signaux techniques baissiers qui ont été validés vendredi. Donc là, on a quand même le RSI qui est en train de sortir de sa zone de surachat, ce qui montre que la force acheteuse qui était en place commence à manquer de carburant, et donc potentiellement un essoufflement de marché à venir. Ensuite, l'avalement baissier est confirmé. Le petit bémol, effectivement, c'est la mèche basse. J'aurais aimé une mèche basse un peu moins longue et un peu plus de corps. Encore une fois, je le rappelle, mais la force acheteuse ou vendeuse se situe dans le corps des bougies et l'indécision de marché dans les mèches. Donc, généralement, quand on a un beau pattern de retournement avec un beau corps bien rouge ou bien vert, généralement ça indique la force présente au cours de cette séance, soit d'un côté ou d'un autre, donc soit dans le camp des acheteurs, soit dans le camp des vendeurs. Et ici, l'aballement est confirmé, tout à fait d'accord, mais bon, ça aurait été magnifique si on avait réussi à casser la Tenkan. Voilà. Néanmoins, le pattern est validé. Autre élément technique qui me réconforte, en tout cas dans cette stratégie baissière, comme toujours, c'est la divergence, juste ici. Donc pareil, quand même, belle divergence 4 heures qui a été validée vendredi, couplée d'un avalement baissier. Bon, maintenant, faut qu'on casse la Kijun. Je reste baissier, pour moi, j'avais mis en place un plan de trading baissier sur le CAC 40 avec un stop loss au-dessus des 7205 points. Vous voyez, c'était la ligne bleue, elle n'a pas bougé. Pour moi, le niveau d'invalidation, c'est au-dessus des 7206. Et une première prise de bénéfice, effectivement, pourquoi pas, sur les 7040. Je viserais plutôt quand même 7000 et en TP2, 6900. Voilà les objectifs que j'ai actuellement sur le CAC 40. Là, on est quand même sur un niveau où ça bloque. Ce fameux plat Kijun, vous voyez qu'on a fait pas mal de mèches. Donc, plat Kijun qui, à mon avis, correspond au plat Tenkan. Juste ici. Donc là, faut maintenant qu'on casse ce niveau. Si on casse ce niveau, on pourra aller chercher la MM54 heures. C'est pas un gros niveau. Pour moi, le niveau important, c'est les 7000 points, le niveau de support psychologique, tout simplement. Et derrière, si on casse les 7000, direction Makiju à 6909 points. Donc voilà le plan sur le CAC 40, toujours un biais baissier. J'ai été haussier pendant un long moment. Je vous disais d'attendre un chantier de retournement, des signaux techniques baissiers. C'est le cas sur plusieurs unités de temps, daily et 4 heures. Donc maintenant, laissons faire le marché. Mais j'estime qu'une respiration serait légitime après une telle hausse. Le DAX, c'est la même chose sur le DAX, mais je préfère la configuration du CAC 40 parce qu'on a plusieurs signaux sur différentes unités de temps qui ont été validés, dont la divergence en données 4 heures. Mais globalement, je constate aussi qu'on a eu un pattern de retournement, un avalement baissier. Ici, on a eu un petit gap. Vous voyez, il est validé quand même. On a fait l'avalement, donc pareil, plutôt envie d'être baissier sur l'indice allemand et viser un retour dans un premier temps pullbacker, venir pullbacker cette zone. Ce serait viser 15 980 en TP1, donc cette fameuse zone-là. Peut-être TP1, voire même TP final. Il faudra faire le suivi, mais viser cette zone-là dans un premier temps, 16 030, 15 975. Ici, on a un gros morceau. Et par contre, en cas de cassure de ce niveau, alors j'estime qu'on aura eu un bull trap ici, avec une fausse sortie
de range par le haut, et dans ce cas-là, je pense qu'il faudra chercher de nouveau des ventes ou bien garder un reliquat pour aller chercher bien plus bas. Voilà le scénario que j'ai actuellement sur le DAX. C'est certes toujours un biais baissier, mais potentiellement, si cet avalement baissier engendre un mouvement correctif de plus grande ampleur, eh bien, tabler sur un scénario de bull trap. Et donc, réintégration, et qui dit réintégration, dit comblement des gaps. Donc là, on pourra aller chercher plus loin. Donc, voilà le plan que j'ai actuellement sur l'indice allemand. En données 4 heures, je vais enlever l'Ishimoku. On teste un peu la borne basse de notre canal. Ce serait bien qu'elle casse cet oblique, surtout si vous pouvez casser cet oblique, venir chercher ce gros niveau. En tout cas, c'est ma première cible. Et derrière, comme je vous le disais, surveiller cette zone. Donc, soit il faudra couper le trade si vraiment la zone tient. Dans ce cas-là, forcément, si elle tient, eh bien, on est sur un pullback et il faudra plutôt chercher des achats car pullback sur borne haute du range et donc redémarrage haussier derrière à venir. Mais si cette zone-là cède, pour moi, on aura juste un magnifique bull trap et donc on pourra aller chercher bien plus bas, notamment venir combler ce gap ici. Donc, ça pourrait offrir quand même un trade avec un excellent ratio. Mais globalement, sur les indices européens, j'estime qu'une correction est nécessaire, qu'une phase de respiration maintenant est légitime. On a des risques, pas des grands risques non plus, mais je ne vois pas de catalyseur haussier là à venir. Il faudrait de nouveau des catalyseurs, il faudrait un peu plus de carburant. Et là, au contraire, j'estime que on a un retour des risques sur les marchés, pas des gros risques, mais suffisant pour que les investisseurs prennent quelques bénéfices. Le Dow Jones. Alors le Dow Jones, pareil, on est sur un gros niveau, donc soit on est sur un niveau d'achat juste parfait, soit si ça casse, pareil, je m'attends à une dégringolade de l'indice. Dégringolade, c'est un grand mot, mais pourquoi pas venir chercher la MM50. Là, j'ai quand même envie de voir la tête de la bougie hebdo. Ok, bougie simple, pas de chandelier de retournement qui s'est dessiné. On est sur zone en fait. On est sur zone de support, donc à voir sur les futurs. Mais effectivement, si cette zone-là cède sous la pression vendeuse, pourquoi pas, si l'Europe lâche derrière, aller chercher le prochain niveau de support. En tout cas, le S&P 500 et le Nasdaq restent très puissants. Le Dow Jones est franchement fébrile, le CAC aussi, le DAX aussi. Donc, encore une fois, je le répète, quand vous voulez shorter un indice, shortez l'indice le plus faible. Et inversement, quand vous voulez acheter un indice, achetez l'indice le plus fort. Et là, actuellement, sur les indices américains, le Dow Jones, c'est l'indice le plus faible. En Europe, c'est le CAC actuellement. Et le DAX aussi, qui est c'est à peu près pareil, mais n'essayez pas d'attraper le point haut sur le Nasdaq. Pour l'instant, il enchaîne les records. Ça reste l'indice le plus fort. Donc, si vous avez plutôt une stratégie baissière, eh bien, trouvez l'indice le plus faible pour mettre en place une stratégie vendeuse dessus. Donc là, la zone à surveiller à l'ouverture, si elle cède, je pense qu'on pourrait aller chercher les prochains niveaux de support. Bon, ce canal est vraiment pas terrible, il est un peu tiré par les cheveux. Ok, bon, ça correspond. J'ai plutôt pris cette vague-là. 38,2. Ouais. On a une zone ici. Comme je vous le disais, on a une zone. Tac. Là, on a une belle zone. Là, c'était de l'excès. Et là, on a une belle zone de support. Donc, à surveiller. Couple au niveau des 38,2. Bon, à suivre. Peut-être une formation d'une épaule, tête épaule. On verra. Surveiller cette zone. Très clairement, je pense que ça va être le pivot clé de la semaine. Soit on rebondit, hop,
et ça repart fort. Mais je verrais bien cette zone comme vraiment le pivot clé de la semaine à surveiller sur le Dow Jones pour mettre en place une stratégie. Maintenant, voyons voir les futurs. Les futurs sont quand même dans le vert, ça tient, la zone tient toujours. Pareil, je vais enlever. J'ai besoin que mon graphique soit un peu plus propre. Prolonger mes zones. Repartir ici sur un Fibo. Là, le Fibo est moins pertinent que sur le Fibo du futur est moins pertinent que sur le cash. Mais la zone tient. C'est cette fameuse zone-là. Pour l'instant, elle tient. Les futurs sont même plutôt orientés dans le vert. C'est l'Europe là qui est un peu à la traîne ce matin. Mais voilà la zone. Encore une fois, il faut travailler cette zone. Donc, chercher des achats sur signal de retournement. Sinon, attendre sa cassure pour viser la prochaine zone de support vers les 35 000, 35 200, 35 000 points. Et on verra si effectivement on forme potentiellement une épaule, tête-épaule sur le cash. Dans ce cas-là, si elle est validée, oui, on pourra avoir une dégringolade. Mais bon, là, on est dans de l'anticipation. Et c'est jamais bon de trop anticiper sur les marchés. Donc, on verra en temps et en heure. Mais là, rien d'intéressant en tout cas sur le Dow Jones, plutôt chercher un retour sur la zone, encore une fois, soit pour tenter des achats, comme je vous le disais, sur signal, soit attendre la cassure pour tenter une vente. Le Forex, très mou le Forex. Potentiellement une divergence en données 4 heures, je la trouve vraiment pas terrible. Très légère. Bon, très mou le Forex, comme je vous le disais. J'ai peu d'opportunités à vous présenter. Peut-être que certains ont réussi à vendre ce fameux rebond ici, la zone où j'attendais l'euro. Mais bon, le rebond, enfin la fin du rebond avait eu lieu dans la nuit au cours de jeudi à vendredi, donc difficile, mais effectivement c'était la zone parfaite pour revendre l'euro. Et maintenant j'attends en fait la cassure des 1,1270. Donc là, très clairement, on est sur le fil du rasoir, mais vous connaissez ma cible à moyen long terme. Bon, c'était une cible que j'avais à horizon 3-4 mois, mais au vu de la dégringolade, au vu de la faiblesse de l'euro, la politique monétaire ultra accommodante que mène Christine Lagarde, une hausse des taux peu probable, une recrudescence de l'épidémie en Europe, bref, on a un beau cocktail qui est en train de plomber l'euro. Et donc là, je continue à chercher des ventes sur cette paire et un objectif à 1,1180 selon moi. Donc, si vous étiez vendeur ici, vous prenez vos bénéfices, vous mettez votre stop à break-even et vous laissez dérouler le trade pour aller chercher les 1,1180. Le seul bémol, effectivement, c'est qu'on est sur un double niveau de support actuellement. Comme je vous le disais, je tablais sur un range. Effectivement, là, ce qui me dérange, c'est qu'on a la bande basse du canal, juste ici, couplé au niveau de support des 1,1270. Donc là, il faudra attendre la cassure de ce niveau pour aller chercher les 1,1180. Donc, je n'exclus pas un range. Et dans ce cas-là, pourquoi pas revendre à nouveau sur la bande haute de ce range à 1,1370. Encore une fois, pour viser la bande basse, stratégie de ping-pong, et si ça casse, viser les 1,1180. Mais à moyen terme, voilà, ma cible, mon TP final reste toujours les 1,1181. On est bien orienté à la baisse, on a un magnifique double top qui est validé. Au vu du contexte actuel, eh bien, les fondamentaux ne plaident pas pour une hausse de l'euro, bien au contraire. En tout cas, j'ai l'impression que les planètes semblent alignées pour une poursuite de la baisse. Maintenant, est-ce que acheter la borne basse, c'est délicat, je trouve. C'est délicat, on n'a pas de signaux, c'est fragile de jouer les rebonds sur l'euro. Très clairement, beaucoup sont à l'achat sur l'euro.
pareil, si je regarde le sentiment client IG, il y a une quantité de traders particuliers à l'achat, un peu comme sur le CAC au cours des séances et des semaines précédentes. Et là, pareil, hein, et vous voyez, les gens, enfin, les particuliers étaient à l'achat sur le CAC. Quand ils sont tous à l'achat, eh bien, le CAC continue de monter. Et l'euro, pareil, plus de 85% des clients sont à la vente depuis maintenant pas mal de temps. Et l'euro ne fait que baisser. Pareil, c'est un super indicateur qui permet de prendre la température, globalement faire l'inverse de ce que fait, en tout cas de ce qu'indique l'indicateur. Donc là, pareil, quand je vois autant de personnes à l'achat, je continue en fait à me dire que l'euro va plonger, aller plus bas et qu'il faut chercher à vendre tous les rebonds. Donc pour moi, au vu du contexte, difficile de vous proposer une stratégie de rebond. Je trouve que c'est dangereux. En revanche, laissez faire un rebond s'il y a et derrière, tenter de nouveau des ventes sur les 1,1370. Et plutôt revendre tous les rebonds plutôt que de tenter d'attraper et de jouer les rebonds. La tendance est baissière. Je préfère vendre les rebonds, tous les rebonds dans la tendance baissière plutôt qu'essayer d'attraper un début de rebond technique. Voilà. Je préfère tout simplement continuer à vous faire vendre dans le sens de la tendance. L'AUD-USD, suivi du trade, tout simplement. Alors, la clôture a été belle vendredi. Belle clôture hebdomadaire. On est sorti du nuage. Du coup, clairement libre de tout obstacle. On a cassé la borne basse du canal. Donc ça, c'est un bon point aussi. Donc, belle bougie hebdomadaire. Bougie daily, pareil, satisfaisante. Et là, on est en train de faire le pullback. Donc, rien d'alarmant pour l'instant. Pour moi, on a un gros niveau. Je vous disais qu'ici, c'est une zone mensuelle, pour rappel. On est quasiment dessus, en fait. Donc là, on a un sacré morceau à franchir. Sous les 0,7180, ça va être compliqué. Mais si on casse ce niveau, on pourrait aller chercher très très bas derrière, je pense. Mais pour l'instant, je préfère voilà, fixer l'objectif intermédiaire, car là, on a un sacré morceau à franchir à la baisse et ça pourrait batailler un bon bout de temps. Vraiment le niveau des 0,7185 et en daily, ma cible, c'est les 0,7175, c'est ça. Donc, je vise toujours cette zone. Je pense qu'il n'y aura pas de TP2 dans l'immédiat. Enfin, pas tout de suite. Ça risque d'être compliqué. On pourra avoir des rebonds. Il faudra s'y prendre à plusieurs reprises, à mon avis, avant que la zone finisse par céder. Mais là, en tout cas, j'aime beaucoup la configuration à court terme, simple pullback. Et donc, j'estime qu'il y a encore quelques pips à grappiller sur cette paire à la baisse. Donc, si vous étiez vendeur ici sur le pullback sur la zone, eh bien, logiquement, vous avez pris quelques bénéfices par ici, gardé un reliquat, et là, il faut essayer de tenir jusqu'à ce niveau. Ils ont donné 4 heures pour l'instant. La configuration est plutôt plaisante, je trouve. Rien d'alarmant, dynamique baissière, on consolidé dans un range, cassure par le bas, pullback. Bon, j'espère maintenant, je table sur une dernière vague de baisse pour aller chercher les 0,7175. En tout cas, voilà mon plan cette semaine, toujours sur l'AUD-USD. Maintenant, pour avoir scanné pas mal de paires de Forex en début de séance ce lundi, c'est franchement pas évident. Il se passe absolument rien sur le Forex, c'est très mou. Il y avait l'euro GBP, je vais encore reparler de l'euro GBP, mais malheureusement, je n'ai pas d'autres paires à vous présenter, en tout cas qui me semblent pertinentes. L'euro GBP, le plan, c'était d'attendre un rebond pour revendre. Bon, là, ce qui me dérange, c'est de vendre sur cassure d'un support. Comme vous le savez, j'ai toujours ce plan en tête, cette borne basse de range à aller chercher. Là, on a un magnifique range qui dure depuis quelques années.
et il manque pas grand-chose. Pour moi, il y a un trade qui, en tout cas, peut-être que je me plante, mais qui me semblait évident, ce serait d'aller chercher la borne basse de ce fameux range à 0,83. Alors oui, on s'était fait avoir ici, ça n'avait pas fonctionné, mais là, quand je vois la bougie hebdomadaire qu'on a eue la semaine dernière, belle bougie flux directionnelle impulsive, je me dis que cette fois-ci, c'est la bonne et que le marché va finir sa dégringolade en direction des 0,83. Sachant que la BOE, forcément, elle n'exclut pas une hausse des taux à venir, alors qu'en Europe, rien du tout. Donc, si on a une hausse de taux et que les investisseurs tablent, en tout cas, et price une hausse de taux à venir en 2022 de la part de la BOE, forcément, ça va renforcer la devise et la livre sterling. Voilà pourquoi aussi je continue à me dire que l'euro va poursuivre un peu sa dégringolade et aller chercher ce niveau de support. Maintenant, j'aimerais bien de nouveau un rebond. Voilà. Là, on a un range ici. Plus compliqué de vendre sur les cassures, surtout sur le Forex en fait. Je ne suis pas fan de vendre les cassures de support en pleine accélération baissière. Je préfère vendre les rebonds, un peu comme sur l'euro-dollar. Donc voilà le plan pour moi. Le mieux, ce serait un retour sur la borne haute du range et ici chercher des ventes une nouvelle fois pour viser TP1, la borne basse, et en cas de cassure, laisser couler le trade en direction du sud. Et pourquoi pas, mais dans ce cas-là, avec une gestion du risque en limitant la taille de votre position, vendre sur cassure de support et avec un stop loss au-dessus. Là, je suis un peu moins fan, surtout sur le Forex, autant sur les actions, on est en trend following. En tout cas, quand une action casse ses précédents plus hauts, logiquement, ça veut tout simplement dire que les acheteurs sont prêts à payer plus cher pour détenir des titres de cette action. Donc, on appelle ça une cassure de breakout, mais sur le Forex, c'est pas la même chose. Cette stratégie fonctionne beaucoup moins. Donc là, pareil, oui, c'est baissier, mais je suis toujours moins à l'aise pour vendre les cassures de support en pleine accélération. Comme je vous disais, je préfère vendre tous les rebonds au sein d'une dynamique baissière sur le Forex. Donc là, à suivre, je vais continuer à faire le suivi de toute façon, mais si on casse ce support, diminuer en tout cas la taille de position. Si d'habitude votre trade c'est 1% de votre capital, et bien là vous prendrez uniquement 0,5%. J'estime qu'il faut savoir adopter et gérer son risque et son money management en fonction de la stratégie de trading. Donc, si vous avez une stratégie de trading, encore une fois, vous pouvez la noter, mais si vous estimez que c'est un plan qui a une probabilité de succès de 80%, et bien, dans ce cas-là, mettez 1%. Et si au contraire, vous êtes plutôt sur un plan de trading où on estime qu'il y a une probabilité de succès de 60%, et bien forcément, diminuez votre risque. Ce qui me paraît logique et sensé. Le silver, toujours, pareil, ça reste des actifs qui m'intéressent. L'argent et le gold. Alors, petit repli, rien de dramatique toujours. La configuration est toujours belle. Alors, en daily, ça reste toujours propre. On est repassé sous la ligne de coup. OK. Bon. Rien d'alarmant, toutefois. C'est pas dramatique, très clairement. Bon, ici, il faudrait voir si je peux couper la mèche ou pas. Mais potentiellement une consolidation dans un drapeau. Affaire à suivre en données 4 heures. On avait un range finalement, mais je ne suis pas convaincu de la cassure par le bas. Et ici, je verrais bien un drapeau à venir. Donc, à suivre. En tout cas, si vous avez joué le TI, le stop loss, c'est par ici qu'il faut le placer. C'est sous la deuxième épaule. Donc là, logiquement, il y a peut-être quelques pertes latentes, mais le stop loss, pour rappel, c'est sous les 23. Donc, à suivre. Le silver, mais je suis pas inquiet, en tout cas dans l'immédiat. Je suis pas plus inquiet que ça.
On pourra avoir un canal, venir faire un peu un excès, taper avant de remonter. La structure graphique reste propre sur des unités de temps plus hautes, en daily et en hebdomadaire. Voilà pourquoi j'estime que à court terme, la dégradation qu'on a à court terme n'impacte pas les structures qu'on avait eues en données hebdomadaires. Le gold, c'est pareil, peut-être une belle zone d'achat à mettre à profit, les 1830. Pour le coup, ce serait très beau que le marché revienne là-dessus. C'est le niveau quand même qu'on a travaillé depuis 5 mois. Et là, ce serait très propre techniquement de venir faire le pullback avant de repartir. Ok, 23,6, et si on prend cette jambe de hausse, ça correspondrait au 38,2. Sur la dernière vague de hausse, 38,2, les 1830, ok. D'un point de vue de l'Ishimoku, en données 4 heures, rien à dire. En tout cas, là, le prochain niveau de support, c'est clairement ce niveau. En données daily maintenant. Ok. On va voir si la Tenkan remonte un peu, ce serait juste parfait, mais pour moi on a une belle zone de support à mettre à profit ici vers les 1830. Donc j'attends vraiment cet actif ici et je pense vous proposer un plan de trading cette semaine si on touche les 1830 avec un stop loss un peu large, mais pour aller chercher derrière plus loin. En tout cas, voilà ce que je vais surveiller. Le gold m'intéresse pour le coup cette semaine. Là, pour moi, on a juste une correction. Mais je l'attends un peu plus bas pour vous proposer un plan de trading sur cet actif. Ouais, 1830. Ça serait un pullback sur l'ancienne borne basse, borne haute pardon, du range. Et derrière, j'ai toujours comme objectif les 1910. En tout cas, pareil, malgré la baisse, la structure qu'on a eue ici est vraiment propre, belle, avec des belles bougies, et donc ça n'entache pas en tout cas cette lancée qu'on a eue au cours des précédentes semaines. Voilà pourquoi j'ai plutôt envie de chercher des achats sur repli maintenant sur le gold. Mais là, pour moi, la zone idéale, ce serait les 1830. Le pétrole. Alors, pour le coup, le pétrole, très clairement, la clôture est moche. Vraiment. Là, enfin, du moins, la clôture hebdomadaire est moche et celles et ceux qui ont joué le setup cassure Tenkan Kijun, et bien là, on a un signal technique de sortie, techniquement. On a cassé la Tenkan et donc je n'exclus pas un retour sur la Kijun. Forcément, les préoccupations liées au Covid-19 aussi plombent le pétrole, car ça pourrait derrière pénaliser, comme je vous le disais en introduction, la demande. Donc forcément, qui dit moins de demande, eh bien, ça fait chuter le baril. La zone a été enfoncée. Le plan n'est plus le même. Et je vais laisser le pétrole de côté actuellement. C'est trop tard pour vendre, très clairement. C'est trop tard et je l'attends plus bas. Je vais attendre une stabilisation du pétrole. Mais là, je suis pas fan de la structure graphique, du tout même. Je trouve que ça se dégrade. Ça reste haussier, bien évidemment, à moyen long terme. Mais j'aime pas la structure qu'on est en train de faire. En tout cas, j'ai pas du tout envie de proposer un plan à l'achat. Je l'attends plus bas. L'idéal, ce serait une stabilisation ici. Pourquoi pas un petit excès, venir taper cette bande basse de canal. Mais je me dis surtout 75,59. 75,59. Ouais, ce serait cette zone-là.
L'idéal pour un achat, voilà où j'attends le pétrole. Où est mon cercle? C'est ici, dans cette zone. Là, on aurait une très belle zone de prix, belle zone de support, plaqué jaune, bas de canal, et donc laisser faire la correction et j'aimerais bien me positionner sur le pétrole ici. Voilà le niveau qui m'intéresse. Donc si vous êtes à l'aise pour revendre, pourquoi pas, mais j'ai pas envie d'envoyer un plan à la vente, même si c'est assez propre techniquement. Je peux comprendre les personnes qui ont envie de vendre le pétrole. Effectivement, ça se tient. Pour ma part, je préfère rester à l'écart. Je l'attends plus bas. Voilà, j'ai une stratégie ici, sur ce niveau-là, mais je peux comprendre les personnes qui ont envie de vendre et qui estiment qu'on a enfoncé une grosse zone, qu'on est venu faire le pullback, qu'on pourrait aller chercher en TP1 et en TP2. C'est un scénario qui tient la route. Maintenant, libre à vous d'opter ou pas pour cette stratégie. Pour ma part, bon, je préfère rester à l'écart. Peut-être que je me trompe, peut-être que le pétrole va effectivement continuer de baisser, surtout si je l'attends ici. Mais du coup, enfin, j'ai pas envie de vous envoyer un plan là-dessus. Mais je peux comprendre, effectivement, et je trouve que cette stratégie est cohérente. Celles et ceux qui ont envie de vendre les rebonds du pétrole. Pour ma part, je l'attends un peu plus bas. Voilà, je considère qu'il faut, à moyen long terme, ça reste aussi, bien évidemment. J'ai plutôt envie de chercher un gros achat swing et essayer de l'accompagner le plus loin possible pour une nouvelle jambe de hausse. Mais là, sur du court terme, le pétrole ne m'intéresse pas. Le light, pour avoir cette sortie de range, en fait, ici, là, on est venu faire ce pullback. Et effectivement, poursuite de la dégringolade. Ça se tient. Ça se tient. Et aller chercher un peu plus bas. Même constat, c'est vrai que bon, on a quand même enfoncé la zone, ça se dégrade, on est sur un gros niveau de support, mais pourquoi pas faire un excès? J'ai le sentiment que le pétrole pourrait nous faire un petit excès, venir chercher l'oblique haussière avant de repartir. En données daily, ok, on a cette oblique, on a retracé. Ouais, ce serait intéressant, effectivement, d'avoir un excès pour venir taper l'oblique, le niveau des 50, avant de repartir. Et ça correspondrait justement un peu à l'objectif théorique de sortie de range. Voire du double top même. Du double top, on est venu faire le pullback. Voilà pourquoi je ne trouve pas délirant en tout cas la stratégie de vente sur le pétrole. Effectivement, à court terme, c'est baissier et tenter de vendre tous les rebonds pour aller chercher des gros niveaux clés avant de repartir dans le sens du flux. Donc là, pareil, je l'attends plus bas et je n'exclus pas effectivement, de toute façon, une poursuite de la baisse. Mais j'ai le sentiment, en fait, si vous voulez, que la baisse est limitée. Voilà. Que la baisse, oui, mais une baisse limitée. Voilà pourquoi je préfère rester à l'écart et laisser la baisse se faire. De toute façon, on n'était pas dans le train, sauf si certains ont vendu sur ce beau chandelier de retournement qui, au final, a parfaitement fonctionné. Bon, je m'attendais à un rebond ici du pétrole et une invalidation de ce chandelier. Au final, absolument pas. Donc là, on a eu une belle baisse. Voilà. J'attends tout simplement que la baisse soit terminée, qu'on ait une phase de stabilisation avant de repartir.
Concernant les crypto-monnaies, alors, la clôture hebdomadaire est plutôt bonne. Effectivement, la zone a tenu. La fameuse zone des 58 000, 61 000 a tenu. Bon, ce matin, cède un peu du terrain, encore une fois. Le seul bémol, effectivement, c'est un peu cet avalement haussier. Bon, néanmoins, encore une fois, quand je scanne certaines paires de cryptos, il y en a vraiment qui surperforment. Encore une fois, regardez Elrond, regardez Avax, regardez Solana. Bref, il y a vraiment des cryptos qui se moquent un peu de la correction qu'on a eue sur l'Ethereum et Bitcoin. Et elles, derrière, elles continuent d'enchaîner les plus hauts historiques. Donc, encore une fois, des flux sortants sur les grosses cryptos pour aller sur d'autres cryptos. Donc, un phénomène d'arbitrage, mais pour autant, je continue de me dire qu'on est dans une correction et pas un début de bear market avec un retournement baissier. Car globalement, on n'aurait pas ce phénomène-là sur l'ensemble des cryptos. Tout serait rouge, on n'aurait pas des cryptos qui surperformeraient ou enchaîneraient les records à chaque séance, globalement. Comme c'est le cas ici, tout était rouge, tout partait à la baisse. Et là, depuis cette correction, en fait, on a un flux. On a des arbitrages et il y a des flux sortants et des flux entrants sur de nouvelles cryptos. Donc, des investisseurs qui estiment que tout simplement, il y a de l'action ailleurs et qu'il faut aller sur d'autres cryptos et délaisser à court terme le BTC. Donc, pour moi, quand je vois ce phénomène-là, je me dis qu'on est plutôt dans une correction. Maintenant, la zone a tenu en hebdomadaire. C'était un peu le niveau que je vous disais à surveiller. Là, on tente une nouvelle fois une incursion. Encore une fois, il faudra attendre la clôture hebdomadaire. Donc, je ne m'inquiète toujours pas sur le BTC, malgré l'avalement. J'estime que on pourrait peut-être aller chercher un peu plus bas, mais je ne tape pas sur un grand retournement de marché. Alors peut-être une correction vers les 53 000, mais pas plus. En tout cas, c'est juste le BTC qui est fébrile et fragile, mais quand je regarde l'Ethereum, il n'y a rien d'inquiétant sur l'Ethereum. C'est vraiment le BTC, mais peut-être que ce dernier va sous-performer maintenant dans les semaines à venir. Et actuellement, c'est le cas. On a des flux sortants sur le BTC pour aller sur certains altcoins et le BTC sous-performe. Donc, je me dis juste qu'on pourrait avoir une sous-performance du BTC quelques temps avant de repartir. Maintenant, en données daily, rien d'intéressant, je trouve. Pas de stratégie à vous proposer. J'aimerais juste qu'on repasse au-dessus de la zone des 58 000. Mais ça reste fébrile, le BTC. Effectivement, c'est fébrile. En données 4 heures, ouais, bon, la question Tenkan-Kijun n'est pas terrible non plus. Mais je m'attends à une sous-performance. Effectivement, si on devait céder du terrain encore un peu, eh bien, ce serait un objectif à 53 250. Voilà. Mais payer là, non. En tout cas, on est sous la zone. Enfin, on est sous la zone confirmé en clôture hebdomadaire, mais c'est pas terrible. Enfin, on se situe vraiment dans un endroit qui m'intéresse absolument pas sur le BTC. J'aimerais soit une reconquête de cette zone-là, soit directement, une bonne fois pour toutes, un retour ici pour tenter des achats sur cette zone. Mais à court terme, si vous faites de la crypto, je vous invite vraiment à aller sur d'autres actifs où là, il se passe vraiment pas mal d'actions, pas mal de flux, notamment sur les cryptos que je viens de vous citer, à savoir Avax, Elrond, il y a un peu de Solana, il y en a quelques-unes, quoi d'autre. Surtout sur ces deux-là, on a eu pas mal de flux ce week-end. Bref, je vous invite à faire vos propres recherches aussi. Sur l'Ethereum maintenant. Et l'Ether,
Bon, la divergence est toujours en place. Très clairement, la divergence 4 heures a tenu. Est-ce qu'on est allé chercher les 50%? Oui. Voilà. Donc, au final, si vous étiez en mode trading, eh bien, les 50% étaient tapés au dollar près presque. Donc, une prise de bénéfice a dû s'opérer sur ce niveau si vous étiez en mode trading. Maintenant, mise à BE du stop à break-even. Et attendons de voir. Mais pareil, si je regarde la clôture hebdo, c'est super propre. Alors oui, certains me diront, mais il y a une étoile du soir, doji ici, c'est un signal technique de retournement. Certes, mais encore une fois, si on a vu ce signal en cassure de support, là, j'aurais accordé de l'importance au pattern. Le fait qu'on ait ce pattern sur support et qu'au final, la zone n'est pas cédée, je me dis que finalement, on est plus dans une correction et que les acheteurs continuent de garder la main. Donc, en données hebdomadaires, je trouve ça encore très propre, l'Ethereum. Pas d'inquiétude, la zone a tenu, on a juste fait un énorme pullback. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Et maintenant, j'espère que l'Ethereum va réussir à repartir. Le deuxième point positif, c'était la cassure Tenkan Kijun, ici. Une bougie un peu fébrile, mais cassure Tenkan Kijun, invalidation pour moi, c'était sous la bougie ici. On a quand même eu un avalement haussier. Derrière, cassure Tenkan Kijun. Pour l'instant, ça prend pas. Le niveau d'invalidation, c'est sous la zone. En clôture daily, pour le coup. Donc là, je reste haussier sur l'Ethereum, très clairement. On est au-dessus de la zone. Pour moi, j'ai un niveau d'invalidation à 3900. Et je vise maintenant 4840 et 5235. Voilà mes objectifs sur l'Ethereum, qui n'ont pas changé. Encore une fois, on est venu taper les 35%. Ici, c'est la ratio des 35, il me semble. Les 35, les 38,2, pardon. 38,2, ça tient, fausse cassure de la MM50, boum, on la reprend derrière avec un avalement haussier, cassure Tenkan Kijun, un peu faible, mais pas d'invalidation. Pour moi, le stop loss il est en dessous, comme je vous le disais, la MM50 qui arrive en soutien, on est au-dessus de la zone. Bref, à court terme, oui, c'est un peu faiblard, effectivement, mais j'ai des éléments encourageants pour la suite et qui m'invitent à être positif. Voilà. Autant le BTC, franchement, je vous le dis, voilà, c'est la crypto qui me dérange actuellement. J'aimerais bien qu'il reprenne un peu du poil de la bête, qu'il parvienne à rebondir. Mais concernant l'Ethereum, je suis plutôt confiant dans la structure graphique. Maintenant, il faudrait qu'on repasse au-dessus. Et là, ce serait très beau pour la suite pour aller chercher TP1 et TP2. En tout cas, voilà mon plan sur l'Ethereum et invalidation sous les 3900 $. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades. Soyez prudents sur les marchés et je vous dis à demain pour un point complet sur la planète finance.